Ma légende de cette semaine, il nous vient de la Belgique. Il est propriétaire d'une entreprise florissante dans le développement du coaching d'entreprise. Aujourd'hui, ça va bien, mais dans sa vie, il a vécu toute une débarque, comme on dit, et il s'est servi de ça pour se relever encore plus fort. Et en plus, il s'est servi de cette expérience pour aider les gens autour de lui à passer au travers des événements un peu plus difficiles pour en faire des forces, pour en faire des succès. Je vous le présente dès maintenant, Xavier Van Der Ren. Ma légende de cette semaine, Xavier Van Der Ren. Si je le prononce, parfaitement. Ça va, c'est parfait. Ouais. Et pourquoi ce nom un peu particulier? Parce que Xavier, tu nous viens de la Belgique. Exactement, ouais. C'est un nom flamand de Belgique. Ouais. Excellent. Et pourquoi tu es ma légende cette semaine? Parce que Xavier, tu es un homme excessivement inspirant. Je peux le dire parce que j'ai le privilège de te connaître, mais pour ceux qui te connaissent ici pour la première fois, j'aimerais que tu me dises un peu, Xavier, qui tu es. Et d'où tu viens, oui, la Belgique, mais qu'est-ce que tu fais? Ta vie de tous les jours, c'est quoi aujourd'hui? Oui. Alors, je suis un peu multicasquette, donc c'est difficile de mettre peut-être un seul tiroir, mais si on avait l'armoire avec différents tiroirs, ben, un des tiroirs, c'est que je donne des formations en entreprise, donc je dirige une entreprise de formation qui forme des managers à la communication, au management, voilà, dans différents secteurs, plutôt pour des grandes entreprises en France, en Belgique. Un autre tiroir de ma vie, c'est que je suis actif dans le développement personnel et donc il y a un projet qui me tient fort à cœur qui est d'aider des personnes à réaliser, comme toi, et c'est comme ça je pense qu'on s'est rencontrés, à réaliser leur légende personnelle. On aura l'occasion d'en parler. Et puis j'ai d'autres tiroirs voilà, familiaux, amoureux, et peut-être un autre tiroir un peu plus particulier, c'est que je vis sur un bateau, une péniche à Namur en Belgique. Ce bateau-là qui te sert et de maison et en même temps que tu utilises aussi pour le louer, pour être capable de demeurer en quelque part sans qu'il t'en coûte. C'est ça, exactement, oui, tout à fait. L'idée de ce bateau, c'était en fait d'avoir un endroit, un lieu de vie qui a en même temps un aspect de liberté. On peut larguer les amarres, on allume le moteur et on part sur les fleuves, les rivières. Et en même temps un lieu dans lequel on se sente bien, qui est agréable, qui est beau, qui est chaleureux, en bois. On pourrait presque se croire au Québec quand on est dedans. Et dans lequel effectivement on peut accueillir des personnes, donc accueillir des formations, des séminaires. C'était le projet initial. Et puis du coup il y a beaucoup de fêtes aussi qui ont lieu à bord. Donc malgré moi je fais beaucoup la fête. Malgré toi? C'est très bien. Ouais. Donc tu as quand même joint. Est-ce que c'était un rêve de longue date ça d'avoir un bateau ou c'est arrivé? Comment c'est arrivé de dire je vais vivre sur un bateau? Mais écoute, en fait, j'ai loué moi-même un bateau qui ressemblait à celui-là une dizaine d'années avant d'acheter le mien pour un anniversaire, 3 jours de navigation. Et je me souviens d'être couché sur le lit tôt le matin. Le bateau a démarré, par le hublot, on voit les canards, la végétation qui passe. Et je me suis dit, waouh, ça c'était vraiment un flash. De se dire cette liberté dans ce confort en même temps, c'est juste incroyable. Alors l'idée a fait son chemin, donc un bateau ça se finance, c'est un peu compliqué, donc j'ai commencé à me renseigner à gauche à droite, me rendre compte que c'était possible, et un jour j'ai franchi le pas, j'avais une maison, j'ai vendu ma maison et j'ai acheté un bateau. Je pense que beaucoup de gens ce jour-là m'ont pris un peu pour un fou en disant il a des briques, c'est solide, et puis il achète un truc comme ça qui peut couler. Mais depuis lors, aucun regret, ça fait une dizaine d'années maintenant et c'est vraiment pour moi un rêve qui est devenu réalité et qui est… le rêve est mieux que ce que j'avais imaginé. En plus? Oui, vraiment. OK. Et ce que je retiens de cette petite histoire, de cette petite épopée, c'est que c'est parti d'un rêve et tu ne t'es pas mis cette limite-là de dire « ben non, c'est trop fou, ça ne peut pas arriver, c'est trop cher. » Un rêve, on met les étapes
une après l'autre. Exactement. Tu as fait le... Tout à fait. On est en nature, hein? Une après l'autre. Ouais. Et tu y es arrivé. Oui. Tout simplement. Un élément là-dedans dont je me souviens en t'entendant, c'est que j'avais dessiné un tableau derrière moi avec un peu comme un mind map, une carte mentale, avec tout ce que je voulais trouver dans ce bateau. Et même des choses un peu folles, des choses sérieuses, mais tout ce que représentait ce bateau. C'était une grande affiche et je l'avais collée derrière moi dans mon bureau. Et donc pendant des années, j'étais assis derrière cette affiche, je la voyais quand j'y arrivais, etc. Et après coup, je pense que c'est un des éléments qui fait que ce projet, ce rêve, a pu devenir réalité. C'est quelque part, si je devais garder une leçon pour moi, c'est garder le focus. Garder le focus et s'aider avec des éléments très tangibles pour le garder, le focus. Exactement. Pas juste aller dans la parole et dire oui, je l'ai en tête, je l'ai en tête. La vie trépidante d'aujourd'hui fait que ce qu'on a en tête aujourd'hui, on va l'avoir oublié dans 5 jours. Exactement. Si on ne se met pas une jambette, si on ne se met pas un aide-mémoire précis qu'on va voir. C'est ce que tu as vécu. Très bien. Donc, ceux qui nous écoutent, si c'est vrai pour Xavier, pour l'achat d'un bateau qui est quand même quelques centaines de milliers de dollars, c'était un gros investissement. Oui, en dollars, on doit être dans les 400 000 $. 400 000, hein? C'est une grosse maison. C'est une grosse maison, oui. C'est énorme. C'est la plus belle maison que j'ai jamais eue. Elle fait, en mètres, c'est 40 mètres de long, il y a 4 chambres. Et c'est, Excellent. Donc, parfait. Maintenant, on sait où tu demeures. On sait que cette façon-là d'atteindre tes objectifs, c'est une des pistes. Est-ce que ta vie aujourd'hui, qui est quand même une vie qui est intéressante, ton entreprise va bien, elle a le vent dans les voiles, l'argent n'est pas un souci, parce que... Mais est-ce qu'il en a toujours été ainsi pour toi? Est-ce que le Xavier d'aujourd'hui, qui tu es devenu, ça a été clair depuis que tu es jeune, que ça a toujours été ta façon de faire, ou il y avait un avant et un après? Il y a eu plusieurs étapes et c'est vrai qu'il y a eu des moments charnières. Donc, j'ai commencé à lancer ma première entreprise quand j'étais vraiment jeune, 19-20 ans, pas de diplôme, je n'ai pas terminé l'école. Donc, je me suis lancé comme ça, mais sans filet de sécurité. Et effectivement, en grandissant, un premier projet d'entreprise où on faisait du théâtre d'entreprise, donc on faisait des représentations théâtrales dans les entreprises, quelque chose qui a bien démarré. Je me suis associé avec d'autres personnes et donc une lente croissance vers l'abondance, vers une forme d'insouciance, tout va bien, ça roule, jusqu'à une période 2008, il y a une crise à ce moment-là, les entreprises resserrent les budgets. Et nous, à l'intérieur, on s'était vraiment endormis. On s'était quelque part assoupi sur nos lauriers, beaucoup moins d'innovation, un management qui ronronne, les coûts commencent à se développer et puis on ne se dit pas qu'un jour il pourrait y avoir une baisse d'argent. Et donc à ce moment-là, un peu comme on se prend les pieds dans le tapis et on se dit, ok, on connaît un creux. Et en fait, ce creux, en creusant, il était beaucoup plus gros que ce qu'on avait imaginé, il était juste énorme. On avait acheté des bâtiments, etc. On s'était dit que tout va bien. Et en quelques semaines, quelques courts mois, on réalise qu'en fait, une vie qu'on croit abondante à ce moment-là, on thésaurise pour le futur, en fait, on est bâti sur du sable. Et donc en quelques semaines, tout s'effondre. On doit licencier le personnel, 6 personnes, plus de salaire pour nous, pour les associés, tout disparaît, on vend les biens un par un. Et je réalise à ce moment-là que tout ce qui faisait une vie en fait, donc socialement à ce moment-là, on est dirigeant d'entreprise, on a de l'argent, on a quelque chose qui roule, on est reconnu. Mais tout ça, tout d'un coup, s'effondre, un peu comme si parfois quand on s'endort, on a l'impression de tomber comme ça. Mais ça se passe, mais en quelques jours, quelques semaines. Et donc à ce moment-là, je perds tout. Il me reste effectivement juste mon bateau, mais qui pourrait partir dans l'aventure, plus de salaire. Et donc là, on n'existe plus socialement. Physiquement, c'est dur de se lever le matin. On aurait juste envie de s'endormir et de ne pas se réveiller le temps que ça passe. Les banques dénoncent les crédits, les dettes s'accumulent, on a des fournisseurs qu'on ne sait pas payer. Donc une sorte de cauchemar éveillé, comme ça, qui s'étend dans le temps et pas de solution de sortie. Donc ça a été vraiment un moment dans ma vie très important parce que là j'en parle plus sereinement aujourd'hui, mais à ce moment-là vraiment si on peut disparaître et je ne sais pas, est-ce que ce serait changer de pays, est-ce que ce serait s'endormir, ne plus se réveiller, mais en tout cas quelque chose qui vraiment fait que toutes les assises sont parties, voilà. Et donc, à ce moment-là, j'ai eu la chance d'être bien entouré de personnes qui croyaient quelque part au projet, qui sans doute relationnellement, humainement, peut-être pensaient aussi que, croyaient peut-être en moi d'une certaine manière, malgré l'échec qu'on vivait. Et une partie de l'équipe m'a suivi pour reconstruire, reprendre l'affaire. Et ça, je pense
que ça a été un moment aussi très charnière pour toi entre le désir de tout abandonner, de faire une faillite, en fait, de laisser aller, puis on passe à autre chose. Et des gens, certaines personnes, malgré tout, ils sont déjà associés avec toi et ils vont perdre de l'argent. Tous les associés dans ça ont perdu des montants substantiels. Et malgré tout, ils croient au fait que de travailler avec toi, ça fait du sens. Et ça, c'est une révélation pour toi. Clairement, parce que moi-même, à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a une vraie perte de confiance. Donc, je sais toujours à ce moment-là qui je suis, mais comme ce que je fais à l'extérieur de moi s'effondre, il y a quand même un doute. Est-ce que je suis capable vraiment de remonter l'affaire, d'embarquer avec moi des gens, de sécuriser des clients, de continuer à bâtir quelque chose? Il y a un doute qui s'installe et effectivement, la tentation de repartir vers autre chose. Entre guillemets, à ce moment-là, le mot qui me venait, c'est trouver un métier normal. Et puis sur des années, rembourser une dette au compte-gouttes, voilà, de manière difficile et peut-être tout au long d'une vie, c'était possible. Et effectivement, le regard de ces autres personnes, quelques autres personnes, mais tout d'un coup, me donne peut-être le sentiment que oui, il y a une valeur qui est là, il y a une possibilité qui est là et ça me donne de l'énergie. Ça te permet de revoir ta valeur et de voir si quelqu'un la reconnaît, je pourrais peut-être la reconnaître moi aussi. Exactement, tout à fait. Et à ce moment-là, donc, on redémarre une aventure à quelques-uns, un peu bricolage, avec des petites choses, mais toute l'expérience acquise. La première chose qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on se réunit sur ma péniche, on passe une journée et on liste, on se fait un peu mal, on liste tout ce qui n'a pas été dans le passé, toutes les erreurs qu'on a commises. Et on y va à fond, avec les choses difficiles, avec, voilà, on n'avait pas de conseil d'administration, par exemple. Au niveau des dépenses entre associés, les choses n'étaient pas claires. Donc, toutes ces choses qui étaient notre quotidien avant, on les démonte une par une, on liste les erreurs et puis, dans l'après-midi, on liste quand même tout ce qu'il faudrait faire pour mettre les choses en place. Et depuis lors, 2012, les choses redécollent avec quand même une grosse dette. Donc si on parle en dollars canadiens, on parle de la dette globale de cet effondrement, c'était plus d'1 million de dollars. Et donc, et pour ma part, environ 400 000 dollars. Plus d'1 million de dollars de dette, zéro actif. Oui, rien. On vend tous les bâtiments, etc. On part seulement avec une dette et un rêve de rebâtir, de repartir. Et là, je comprends quand tu dis ma part 400 000, en fait, c'est que tous les associés sont partis avec leur partie de dette parce que chacun était responsable à la hauteur de... Exactement. Et toi, tu étais le principal actionnaire. Malheureusement, à ce moment-là, oui. Exactement. C'est quelque chose que je n'avais jamais imaginé avant. Avant, quand j'étais le principal actionnaire, je me dis c'est super parce que chaque euro, chaque dollar qu'on met de côté ou qu'on capitalise, chaque brique qu'on rembourse, j'en ai plus. Et au fond, quand c'est une perte, j'en ai plus aussi. Je n'avais jamais compris, il y avait ma naïveté peut-être de jeune entrepreneur qui n'avait jamais réalisé que être entrepreneur, ça marche avec les plus, ça marche aussi avec les moins. Et là, quand je réalise ça, exactement. Wow! Et là, aujourd'hui, comme on a pu voir que ton entreprise est florissante, ça va bien, c'est que non seulement c'est parti d'une situation difficile, d'une situation où il y avait un fort endettement, aucun actif. Le seul vrai actif, c'était toi. C'était le personnel, c'était les gens, les personnes qui bâtissaient votre entreprise. Oui, tout à fait. Et cet actif-là, vous l'avez fait fleurir jusqu'à un point où non seulement l'entreprise, elle est redevenue florissante, et tu me faisais l'aveu que cette fameuse dette, tu es à quelques jours de l'avoir exactement. Exactement. Donc on parle quand même de rembourser sur 5 ans l'équivalent de 5 000 euros, donc j'imagine ça fait 6 000, 7 000 dollars. Par mois? Par mois, exactement, tous les mois. Et là, on est à 10 jours, maintenant même plus, on est à 7 jours, une semaine du dernier remboursement, de la dernière échéance. Et c'est sûr que ça, c'est quelque chose, je pense, qui, même en le disant, j'ai de l'émotion parce que chaque mois, ça a été payé, ce n'était pas si difficile. Il suffisait de travailler, mais avant, ça paraissait vraiment une montagne. Et là, de se dire, c'est la dernière cuillère qu'on verse, ça ouvre vraiment des possibles et c'est comme un fardeau qui s'allège. On se dit, OK, on l'a fait. On n'est pas tombé en faillite, on a emprunté. En fait, j'ai emprunté cet argent-là et donc je le rembourse chaque mois. Et donc, c'est vrai que ça fait comme énergétiquement, il y a quelque chose de spécial qui va se passer dans une semaine. Voilà, qui est déjà en route maintenant. Donc, merci de me permettre de le célébrer avec toi. Puis c'est important que j'aime entendre ce que tu me dis là parce qu'ici, il y a plusieurs personnes qui vont entendre, écouter l'émission qui sont des entrepreneurs. Puis qui dit entrepreneur dit nécessairement des hauts, des bas. Parce que même dans notre discussion avant l'émission,
Hein, tu me parlais que avant de connaître cette chute-là, vous étiez même reconnu comme la jeune entreprise de l'année. Vous étiez cité par plein d'entrepreneurs comme étant le modèle extraordinaire. Oui, tout à fait. On était invité comme un modèle d'association aussi entre nous, etc. Et puis c'est vrai qu'au moment de la chute, on n'ose même plus réouvrir ça, il y a comme un malaise. Est-ce qu'on ne serait pas une grosse imposture? En fait, on a menti, on a bâti sur quelque chose de faux. C'est tout ça qui s'effondre à ce moment-là et qui me permet effectivement aujourd'hui, en tournant cette page définitivement, aussi de repartir là-dessus. Et c'est vrai que le métier d'entrepreneur, je pense que c'est aussi ça. C'est aussi ça, de se relever, de exactement. prendre l'expérience. Et tu m'as dit quelque chose tantôt, puis je vais refaire un peu du chemin là-dessus. La journée où vous avez décidé de rebâtir, vous vous êtes tous mis les nouveaux associés ensemble, ceux qui étaient là dans le passé et qui voulaient rebâtir avec toi. Et vous avez fait ce travail-là d'aller voir tout ce qui n'allait pas. Ça implique aussi que ça prend une humilité parce que vous veniez de vivre un insuccès, donc une défaite, quelque chose qui n'était pas positif. Non. Ce qui veut dire que si on vit ça, nécessairement, on a fait des mauvais choix, on a travaillé d'une façon qui n'était pas adéquate, et on prend cette journée-là avec de l'ouverture, de dire, OK, je vais accepter tout ce qui vient, je vais accepter mes torts, je vais accepter ce que je n'ai pas fait, mais par contre, je vais m'en servir pour bâtir sur du plus solide. Je ne répéterai pas mes torts. C'est ça. Et je pense que c'est ça qui fait le succès d'aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas répété ces torts-là. Et pour te dire, cette journée-là, non seulement c'était avec les associés, mais on a invité toutes les personnes avec qui on a travaillé dans le passé, certaines à qui on devait des gros montants d'argent qui n'étaient pas remboursés à l'époque et avec qui on souhaitait continuer à travailler. Donc ces gens-là, ils avaient vraiment des choses à nous dire. Ils pouvaient être même animés d'une forme de déception, de colère, de frustration. Et donc c'est pour ça que je disais, on s'est un peu fait mal, on a vraiment été au bout. Et cette humilité, c'est vrai que dans ces moments de chute, on est plus ouvert à cette forme d'humilité. La nature humaine est peut-être faite comme ça. J'essaye effectivement, et c'est intéressant de m'en souvenir maintenant que tu m'en parles, de se dire, on a intérêt à la garder aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qui a fait notre chute à l'époque? C'est aussi ça, c'est une sorte d'aveuglement où on ronronne dans le confort, dans nos habitudes, etc. Je pense que c'était une des clés. On n'a pas été mauvais dès le début, on s'est par contre enfermé dans des comportements qui n'étaient clairement pas adéquats et dans lesquels on a fait au minimum l'erreur de ne pas se remettre en question en cours de route. Régulièrement. Donc, si tu avais un conseil à donner à quelques entrepreneurs, quelques tailles d'entreprise, c'est remise en question. À quelle fréquence? Alors, remise en question avec un œil extérieur, donc pas tout seul. Et ça, c'est ce qu'on fait maintenant. Un conseil d'administration, c'est une forme que ça peut prendre, mais on n'en avait pas à l'époque. C'est des personnes bienveillantes, constructives, externes. Ça peut prendre la forme d'un mastermind, ça peut prendre la forme d'aller faire un coaching, du consulting, mais quelqu'un d'extérieur qui va être bienveillant, mais confrontant. Et tiens, j'aimerais bien développer un nouveau département en interne, etc. Je vais le confronter avec cette personne et qui va peut-être me poser des questions. Est-ce que tu fais ça pour te faire plaisir? C'est ton ego qui est nourri ou c'est vraiment au service du projet de l'entreprise? Comment est-ce que je réponds à ces questions-là? Donc pas tout seul, ça serait mon conseil. Parfait. Bien, merci de ce beau et grand conseil. Maintenant, je vais aller dans une autre sphère de ta vie. Le désir d'aider les autres, le désir de rendre service, est-ce qu'il est là depuis très longtemps? Depuis toujours ou ça s'est arrivé un jour? Je sais, réponds-moi à ça, puis ça va m'amener à... Je dirais que l'envie, le désir de contribuer à plus grand que moi, peut-être à réaliser ma légende personnelle, il y a comme un appel diffus qui est là depuis très très longtemps. Je dirais presque depuis tout petit, j'ai l'impression qu'il y a cette petite musique qui était là derrière. Mais quand est-ce que cette musique est vraiment apparue? C'est au moment de cette chute-là, au moment du rebond. Je me dis oui, je vais reconstruire sur le plan matériel, sur le plan concret, financier, ma sécurité, mais pas comme avant, pas uniquement pour ça. J'ai besoin aussi, donc j'ai besoin et de sécurité financière, mais j'ai aussi besoin qu'il y ait du sens, qu'il y ait quelque chose de vivant qui me fait vraiment vibrer. Et ça, c'est venu au moment de cette chute-là. C'est pour ça qu'à l'époque, qui était comme un cauchemar éveillé, aujourd'hui, je pourrais presque dire que c'est un cadeau. C'est dur à dire, mais un cadeau hyper mal emballé, tout froissé, mais à l'intérieur, il y avait sans doute quelque chose. Ça t'a permis cette remise en question et ça t'a permis de mettre en place différents... En fait, de prendre des décisions un peu plus en cohérence avec qui tu es. Oui, tout à fait. Hein, Et ça, un jour, je ne sais pas d'où t'es venu cette idée-là d'écrire un livre, mais tu as écrit un livre qui s'appelle « Découvrez vos 4 héros intérieurs ».
Donc, il est un petit peu dans, dans ce désir-là hein, d'aider les autres, puis de mettre de la cohérence, de mettre une raison dans ce qu'on fait. Comment est arrivée l'idée d'écrire le livre? Ben alors, c'est un peu bizarre. Donc, des fois, hein, les idées, elles arrivent de manière un peu magique, un peu incongrue. Donc, j'étais sur mon bateau, loin de chez moi, à quelques milliers de kilomètres, et un journaliste m'interviewe sur le bateau. Et pendant l'interview, je lui raconte certaines choses et puis je reviens chez moi et sur la route, en repensant à cette interview, il y a une forme de modèle qui me vient. Donc dans les 4 héros, on a le féminin, le masculin, l'enfant, l'adulte et je lui parlais de mon bateau, de l'histoire de mon bateau en lui disant c'est le plus grand jouet que je me suis jamais acheté, l'enfant. En même temps, il y a quelque chose de très responsable sur le bateau. Il y avait eu un décès, un mort quelques jours avant avec un accident et que je pense qu'on aurait pu éviter si on était plus dans la responsabilité. Il y a un côté très adulte. On est dans un milieu qui est de l'eau, ça peut être dangereux. En même temps, c'est un milieu où on est il y a un tiers de l'eau, un tiers du bateau qui est sous l'eau. Donc c'est très cocon, il y a un côté très féminin. Et en même temps, c'est une machine, ça fait 150 tonnes avec un moteur, une hélice qui coupe l'eau et qui avance. C'est très masculin. Et je me disais, mais c'est rigolo, ce que je viens de lui raconter dans le désordre, c'est quoi, masculin, féminin, etc. Et sans rentrer trop dans le détail, c'est en fait la base, si tu veux, d'un modèle qui petit à petit est devenu réveiller vos 4 héros intérieurs. Donc l'idée du livre n'est pas arrivée tout de suite. J'ai trouvé ça intéressant. Et après être intéressant, je me suis dit, tiens, mais est-ce que ça pourrait être utile? Est-ce que ça pourrait contribuer à quelque chose? Et c'est là qu'est née l'idée d'un livre, d'atelier, etc. OK. Et ce livre-là, qui aujourd'hui, tu as eu une belle... En fait, la vie t'a fait un beau cadeau soit que la vie a fait un beau cadeau ou tu as fait un beau cadeau à la vie, mais ce fameux livre que tu avais fait à compte d'auteur, tout ça, un jour, une grande maison d'édition, Erol. Erol, tout à fait. Donc, des gens qui voudraient se procurer le livre Erol. On va le voir aussi à l'émission, on mettra un lien. Cette grande compagnie-là dit il y a tellement de valeur dans le livre qu'on accepte de le produire, et aujourd'hui, il est disponible dans toute la francophonie. Oui, c'est assez incroyable, effectivement. Ça, c'est un cadeau vraiment fou, parce que je ne me considère pas comme un auteur. J'ai écrit un livre, mais ce n'est pas mon métier, ce n'est pas ma formation, c'est quelque chose que j'ai appris en cours de route. Et le début était très laborieux, la fin était plus rapide et j'ai appris en cours de route des méthodes, etc. pour aller plus vite, d'autres personnes qui m'ont inspiré. Mais aujourd'hui, c'est vrai que se promener dans une librairie et voir au milieu de grands auteurs que j'admire et qui sont pour moi des références, entre les deux, il y a juste mon livre. En fait, c'est un rêve auquel je ne crois pas encore. J'espère ne pas trop vite me réveiller. Cette fois-ci, on se réveille. C'est un rêve éveillé, mais on espère qu'il passe le plus lentement possible. Hein, comme quoi, les situations changent et comment on les appréhende. Et ce livre-là est devenu le prétexte, ou en tout cas, je ne sais pas dans l'ordre, mais d'une formation qui s'appelle « Réveiller vos 4 héros intérieurs ». Formation qui se fait sous base d'ateliers, que je connais très bien pour en être devenu un formateur moi-même. Je suis tombé dedans, puis bon, ça m'a... Vivez votre légende, ça faisait partie de mon thème. Et ce livre-là, c'est pas ce livre-là, mais ces conférences-là, ces ateliers-là, aujourd'hui sont offerts dans 5 pays, la francophonie? Oui. Donc en France, en Belgique, en Suisse, ici bien sûr au Québec, bientôt au Maroc, en Slovaquie actuellement. Donc c'est assez impressionnant. Ça aussi. Et juste pour la petite histoire, au moment où, ici au mois d'octobre, on est la fin de semaine du 21-22 octobre, il y avait des ateliers des 4 héros. Hein? Un des 4 héros qui était l'atelier du chevalier. On n'entrera pas dans le détail, mais en même temps, il y avait des ateliers des 4 héros en Belgique, en France. 2 ateliers en Belgique, un atelier en France, un ici au Québec. Donc 4 ateliers en même temps, dont une première en Belgique, un atelier spécial pour les adolescents. Donc c'est vrai que ça aussi, c'est un peu un rêve éveillé de se dire c'est un vrai beau réseau d'animateurs, parce que c'est vraiment une construction collective en laquelle tu participes aussi, de créer, de co-créer, d'améliorer ces ateliers-là. C'est vrai que c'est assez fou de se dire qu'à partir d'une simple idée comme ça, quand on met les choses en place petit à petit, quand je pense aussi qu'on y met de la bienveillance et qu'on a une attitude, peut-être une vision positive dans laquelle on a envie d'inclure des gens, il y a des miracles qui peuvent se produire. C'est très inclusif. Tu m'amènes là parce que, écoute, c'est vrai, ce modèle-là, pour te connaître un petit peu plus, puis ce que tu as le goût, toi, c'est qu'il soit disséminé le plus possible parce qu'il fait du bien. Il fait du bien. Quel était ton objectif quand tu as commencé à le mettre, à l'offrir, puis à le mettre en place? Qu'est-ce qui t'animait réellement dans le fait de partir ces ateliers-là?
Je dirais que au départ, si on revient au livre et aux ateliers, c'est un peu le livre ou les ateliers que moi-même j'aurais voulu suivre quand j'en avais besoin vraiment dans ce moment de creux. Quelque chose, une sorte de mode d'emploi concret qui permet de passer d'un rêve à la réalisation concrète. Alors comme le bateau, mais aussi comme bâtir une entreprise, rebâtir une entreprise. Et donc quelque part, c'est un peu un mode d'emploi où on va mettre étape par étape comment est-ce qu'on peut passer en toute humilité, parce que notre chemin va être différent pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas des recettes toutes faites, des modèles qui marcheraient pour tout le monde, mais il y a peut-être en tout cas des questions qu'on peut se poser, des étapes qu'on pourrait franchir. Et donc moi, ce qui m'a motivé à un moment, c'est de me dire, ok, tous ces éléments-là, j'aimerais les communiquer à d'autres parce que je suis passé à travers, je les ai vécus, j'ai connu les grands creux, j'ai connu des super moments aussi. Voilà, cauchemar et rêve. Et donc comment est-ce qu'on peut modéliser ça, en faire quelque chose de concret, d'utile, que des animateurs pourraient eux-mêmes porter partout dans le monde, dans leur région et animer eux-mêmes dans leur communauté. C'était vraiment ça la flamme et qui m'anime encore aujourd'hui. Et qui fonctionne. Parce qu'on voit les témoignages des gens qui sont passés par différents ateliers, soit qu'il y en a qui ont fait le cycle complet des 4 ateliers ou qui viennent de façon… Chaque atelier a sa raison d'être. Mais les gens, on voit les témoignages, on voit les yeux des gens, on voit les gens s'épanouir. Donc ça fonctionne. Il y a du concret. Oui. Je pense que c'est notre principale nourriture, effectivement, c'est de voir que des gens, il y a vraiment des changements dans leur vie, des pas qui sont franchis. Et de nouveau, en toute humilité, c'est ces personnes-là qui font elles-mêmes le pas. Et nous, on a comme été, on a posé, s'ils avaient une rivière à franchir, on a posé peut-être le galet suivant sur lequel eux pourront avancer encore d'un pas. Des fois, c'est des petits pas, des fois, c'est des pas qui sont vraiment importants. Et c'est vrai que c'est de nouveau, on est dans l'ordre un peu du rêve et du miracle, de voir ces gens qui se révèlent à eux-mêmes et qui sont dans leur légende personnelle, dans leur X, qui sont en marche vers le bonheur. Il y a quelque chose de très émouvant et de très touchant là-dedans. Xavier, merci. Il me reste à te poser une question. À la fin de notre vie, à la fin de ta vie, qui aura été remplie de toutes sortes de choses, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent? Quelle légende tu aimerais qu'ils racontent de Xavier Van Der Ende sur quel est ton legs? Alors, je ne sais pas si je réponds à la question, mais ça serait super que quelqu'un puisse se dire il y a eu plusieurs moments importants dans ma vie, dont un moment dont je me souviens, où il y a vraiment une étape décisive, et qu'il le sache ou pas, qu'il ait retenu mon nom ou pas, que quelque part, moi, j'ai pu contribuer à cette étape-là. Et comme ici, cette fin de semaine qu'on vient de passer en automne, dans ce beau cadre, j'ai la sensation qu'il y a effectivement des personnes qui ont franchi un de ces pas. Et donc, j'aimerais bien qu'ils ne se souviennent pas spécialement de mon nom, mais qu'ils se souviennent d'un pas décisif qui, pour eux, a fait la différence. Qui a fait la différence. Donc, tu aurais le goût de faire la différence dans la vie de plus de gens possible. Voilà, exactement. Très bien. Bien, c'est une belle légende qui est déjà commencée à s'écrire. Et continuons de mettre continue dans cette belle bienveillance-là. C'est le mot qui me vient quand je te vois, quand je t'entends, c'est tout est fait par bienveillance. Et voilà l'histoire, la légende de Xavier Van Der Ende. Merci beaucoup. Merci Martin. Merci d'être qui tu es, mon ami. Merci Martin, merci à toi. Bienveillance, c'est le mot qui me vient en tête quand je pense à Xavier. Cet homme-là qui prend toute son expérience de vie, son bagage, ses connaissances et qui les transmet avec amour, avec bienveillance bien sûr, et qui vous les offre en espérant que je vous ai inspiré, vous aussi, à prendre des fois ce qui vous arrive d'un peu de tout croche dans votre vie, de le remettre aux bons endroits, de se servir de tout ça pour vivre votre légende et attirer le bonheur.